grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, disons, qu'on reconnaît les amis. Et le président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eu, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France peut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason évidemment de la politique africaine par rapport évidemment à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération, de développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je laisserai évidemment le soin de préciser cela et que, moi j'allais dire, cela va dans le sens évidemment des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment, au cours duquel nous avons désigné le président João Lourenço de l'Angola, ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan ou Kenyatta. Nous leur donc avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu les émissaires du président João Lourenço. J'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lourenço. Et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus fait. Les cessez-le-feu
déjà décidé depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, parce que comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé de problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant, que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts, qui revient d'ailleurs de Reville, où il a participé au sommet de One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariat importants pour à la fois mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois, bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer, de nous suivre, c'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France peut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française PRGN, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie, et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet, et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau, parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et que c'est temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je veux dire en substance, en attendant évidemment les questions des journalistes. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les
parlementaires, ambassadeurs, chers amis. D'abord, je veux dire que je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite en effet en République démocratique du Congo, dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue en quelque sorte, d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, Brazzaville jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici en effet que se joue nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et justement ce trésor des bassins du fleuve Congo. Alors cette visite, évoquée à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte nouveaux acronymes aujourd'hui, le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. Est-ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter? Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine, sur le territoire européen, et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, Monsieur le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations Unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté les acteurs humanitaires congolais internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profilent sur le terrain, les situations extrêmes qui sont à la fois à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport civils ou militaires et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lenarčič d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles
et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations Unies leur rôle indispensable, et je l'en remercie. Et donc ensemble, nous devons travailler, l'Union européenne, l'Union africaine, organisations sous-régionales, pays de la région et les Nations Unies, à ce qu'on chacun nous apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. À cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine, avec sa débat, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lorenzo, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en œuvre, j'en suis convaincu, est le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur notre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et des escalades dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. À cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue avec le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose. Tous ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lorenzo. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix, avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à l'ascension de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de l'ascension de l'histoire peut être incapable. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays, et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc, aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation de Djibouti, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être côté, ça correspond au nouveau partenariat qui est le. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres, on ne vient pas plaquer des solutions. On vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres, et beaucoup d'entreprises nouvelles,
Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques, et on le fait en amenant avec toutes les compétences, et y compris les Européens. Je me félicite que 2 commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe, sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux, et des services urbains, si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier. Nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service. Et vous saluez cette coopération, mais l'INRP dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts, si importante et que vous avez réalisée. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise, c'est votre puissance. Il faut l'exercer, c'est votre intérêt, c'est le nôtre, d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec les ministres amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sport, univers virtuel, de nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation, et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importantes. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien, à mes yeux, la langue française n'est pas simplement un trait d'union, mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de la langue. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu avec Kinshasa en 1984, parler de francophonie, la défendait ici, la France était 2 fois plus peuplée que notre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone par votre démographie. C'est une force, une fierté, mais donc il faut qu'il y ait des conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique Congo est de prendre toute cette place, la première, dans la francophonie de demain, et je souhaite qu'ensemble on puisse bâtir les prochains rendez-vous, et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2020. Merci beaucoup. Condamnant en forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers d'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais, et la guerre, la deuxième guerre, avec les millions de morts dans votre pays, dont je me rappelle la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité que vous pouvez assigner à la France, parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les liens, c'est déjà bien. Donc, oui, une commission d'historiens pour faire ce travail, s'il vous semble utile, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles qui ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières et économiques qui devraient revenir à vous. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur.
Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France qui doit le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. En réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout, assumons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites placer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Il ne faut pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président. C'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région, parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que les ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de l'Ouest. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste, je l'évoquais tout à l'heure rapidement. Les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxy régionaux. Ce sont des groupes terroristes sur notre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu dans d'autres régions africaines, avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair, et la France a constamment condamné le M23 pour ce qu'il sont. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers pas. D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner, en tout cas je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant, si ce plan avec son chronogramme sont appliqués, enfin la question des FDL. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer, qu'aujourd'hui il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres résultats. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain, puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais. On va dire qui respecte, qui ne le respecte pas, avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi ils s'exposent, y compris à des sanctions. Évidemment, sont satisfaisants, mais c'est encore sur le plan théorique. Il faut attendre de voir. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, aux déplacés de guerre. Et là, je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés. Je l'ai faite tout à l'heure au président Macron. C'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infrahumaines que ces déplacés de guerre vivent. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituelle, mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cessez-le-feu et retrait. Au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante,
Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison de rappel qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique à la République démocratique qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda. Et ça, il faut le préciser. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.